d'interroger tous ces gens qui ont de l'asthme, de l'eczéma, des maladies atopiques, des allergies respiratoires, comme tout vacille, comme il y a énormément de choses qui sont faux. La vaccination anti-Covid, mais attends, les antidépresseurs et les anxiolytiques, tout le travail de Peter Gotche sur leur toxicité, le niveau de preuve scientifique, comme on nous a dit que le remdesivir c'était formidable alors que c'est de la merde, que ça marche pas. Bonjour Louis Fouché. Bonjour Kate, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Je suis ravie de vous recevoir, d'autant plus que ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas reçu en entretien. Je rappelle quand même que vous êtes anesthésiste, réanimateur, en tout cas de profession. Et puis aujourd'hui, on vous connaît plus à travers votre militantisme citoyen. Alors pourquoi votre présence à ce week-end, à cette 3e édition des rencontres citoyennes internationales à Vierzon? C'est l'association Chair à tout cœur qui organise finalement un grand raout pour essayer de réunir les victimes d'effets secondaires des injections anti-Covid, qui sont des personnes dont au fond dans notre société personne n'a rien à foutre. C'est un peu triste, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui souffrent et personne ne veut entendre leur souffrance. Dans le milieu médical, ça n'existe pas. Parfois, quand ils ont des pathologies complexes, qu'on a du mal à étiqueter, on dit on va faire des examens complémentaires, des radios, des IRM, des scanners, des consultations X ou Y. Puis à la fin, on dit on comprend pas ce que vous dites, donc on va vous mettre sous antidépresseurs et anxiolytiques. Ça va pas mieux. On a juste mis sur le compte d'un problème psychiatrique, une souffrance tout à fait réelle. Et donc l'idée c'est pour les organisateurs de donner une place, un espace d'existence à ces gens, de reconnaître au fond leur existence, parce que c'est le premier pas vers la guérison. C'est à partir du moment où tu reconnais que quelqu'un existe, c'est que tu reçois sa souffrance. En tant que soignant, c'est presque redonner de manière mimétique et dire tu me dis que t'as mal. Et le fait de te le dire, ça y est, ça existe pour nous deux et on va commencer à pouvoir y faire quelque chose parce qu'on a mis un mot dessus. On constate qu'il y a des associations entières de victimes d'effets indésirables, comme AA Victime, comme Verity, comme On a une autre dose ou encore d'autres, désolé pour tous ceux que j'oublie, et que ces gens-là déjà se réunissent entre eux pour essayer de se donner du courage et pouvoir raconter leur histoire, déposer leur souffrance, et que ils ont beaucoup de mal à trouver un soutien dans le secteur institutionnel. Il n'y a pas de service dédié, il n'y a pas de budget qui soit dédié, il n'y a pas de recherche dédiée et la plupart du temps il y a un déni collectif dans le monde médical parce que ça fait trop mal de voir qu'on aurait entrepris une campagne vaccinale entre guillemets en se faisant bananer par l'industrie pharmaceutique et les médias et le secteur institutionnel et politique pour en gros faire un business du vaccin. Et que ce business, il est rentable, donc en fait, les victimes d'effets secondaires, elles passeront par pertes et profits, quoi, tu vois. Est-ce que c'est réellement une question d'être dans le déni, justement, que de la part de cette équipe des professionnels de santé? Il y a un déni absolu dans le corps médical. Actuellement et dans le secteur institutionnel. C'est-à-dire vraiment il y a une volonté de ne pas voir ces effets indésirables. Alors il y a plusieurs choses qui font qu'on ne les voit pas. C'est d'une part, la plupart des gens dans ces effets indésirables, ils ont déjà un nom. Tu vois, tu fais une thrombose de la jambe, tu dois être amputé de la jambe parce qu'il y a eu une ischémie du membre inférieur. On va appeler ça ischémie aiguë du membre inférieur. On va dire c'est l'artère qui s'est bouchée. Et puis on va s'arrêter là. On ne va pas chercher plus loin le diagnostic à dire elle s'est bouchée, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un caillot. Mais pourquoi il y a eu un caillot? Et ce caillot, il faudrait remonter plus loin pour dire est-ce qu'il y a la présence de protéines spike liées à une spikeopathie post-vaccinale où tu continues à produire dans tes cellules cette spike qui est pro-inflammatoire et pro-thrombogène et dont on sait qu'elle provoque des thromboses par exemple. Donc tu peux facilement t'arrêter à ischémie aiguë de membre inférieur, infarctus, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire, trouble des règles. Tu vas dire ça. Mais ensuite faire le lien et dire c'est lié à la vaccination, c'est très difficile. Parce que ça repose normalement sur ce qu'on appelle l'imputabilité et d'arriver à établir un lien réel parce qu'il y a d'autres causes potentielles de tout ce que je viens de te décrire là. Et normalement, dès qu'il y a une suspicion d'une imputabilité d'un médicament, un médecin, un soignant quelconque doit le signaler auprès de la pharmacovigilance. Ce signalement à la pharmacovigilance, il est effectué moins d'une fois sur 1000, on va dire. Parce que c'est pas doté financièrement, ça prend du temps, c'est un processus complexe et la plupart des médecins ne savent même pas le faire.
parce que ça va, on n'est pas payé pour ça, on ne va pas passer 3 heures de consultation à déclarer un événement désirable. À tel point qu'il y a des associations entières qui ont dû se créer pour aider à la déclaration des événements indésirables. Et notamment une dont je remercie le travail, qui s'appelle Solidéclat, qui sont des gens bénévoles. Donc j'invite les gens qui auraient une suspicion d'événements indésirables à aller les voir. Mais parfois ça leur prend jusqu'à 3 semaines, 1 mois de déclarer un seul événement indésirable. Vous imaginez, c'est ahurissant quand on y pense. D'autant plus que normalement dans les textes, cette déclaration d'événement indésirable, elle repose sur une suspicion. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'être sûr. C'est à partir du moment où je vois, attends, il se fait vacciner, 3 jours après, il a fait une thrombose ou une myocardite. Je sais pas, mais je vais le signaler. Parce que normalement, c'est la pharmacovigilance des centres régionaux de pharmacovigilance, qu'on appelle les CRPV, qui est en charge d'établir l'imputabilité réelle. Sauf que là, il y a un deuxième problème. Il y a une sous-déclaration, mais ensuite, sur l'imputabilité de cet événement indésirable, la méthodologie qu'on utilise pour le faire, ce qu'on appelle la méthode Bego, est grevée de problèmes en soi. Je vais expliquer très brièvement. Si tu veux dire qu'un médicament est causal dans un événement clinique, tu vas dire, il y a 3 éléments. Challenge, j'ai mis le médicament, il s'est passé quelque chose. Déchallenge, j'ai enlevé le médicament, il s'est dépassé quelque chose. Tu n'as plus la maladie en question. Rechallenge, je remets le médicament et il s'est repassé quelque chose. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais pour un vaccin, le médicament il reste. Donc il n'y a pas de déchallenge possible. Il y a rechallenge, tu fais une nouvelle injection. Et donc il y a des gens par exemple qui ont fait des paralysies de Bell ou des cécités ou des choses comme ça sur des thromboses des artères ophtalmiques où on leur a fait une première injection et puis ils l'ont refait le deuxième coup. C'est bon, on a compris quoi. Mais dans la méthode Bego, pas sûr. Autre chose, il faut qu'il y ait un dead challenge et que l'effet s'arrête. Ça veut dire quoi? C'est si jamais tu injectes la vaccination et que quelqu'un meurt, là l'événement il n'est pas réversible. Et donc il ne sera jamais imputable. Donc la mort n'est jamais imputable à un vaccin. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est pas vrai, c'est juste dans la méthodologie scientifique qu'on utilise. Et quelque part c'est ahurissant quand on y pense. Les laboratoires ont réussi cet exploit qu'il n'y aura jamais de mort. Ensuite, si jamais je veux obtenir réparation, c'est tout un processus administratif très complexe auprès de l'ONIAM pour obtenir des fonds. Et actuellement, on tarifie la perte d'un utérus, par exemple, post-vaccinal à Pfizer ou Moderna, parce que vous avez eu une hystérectomie, parce que vous pissez le sang, la rage à cause de règles anormales. Ça coûte en gros 900 €. Ça rapporte 900 €. 900 € pour avoir perdu son utérus. C'est ça les barèmes de remboursement actuels. Donc c'est juste ridicule. Il y a certains malades suite aux injections contre la grippe en 2008 qui ont mis plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans à être remboursés ou reconnus. Et 10 ans après encore, il y en avait qui n'avaient pas obtenu remboursement sur des dossiers qui étaient traités depuis plus de 10 ans. C'est une blague quoi. Les gens ils ont besoin tout de suite d'aide. Vous prenez la fille de Alain Maupas, Mélanie Maupas, je peux parler de son cas parce qu'elle en a parlé publiquement, je ne révèle pas de secret médical, mais qui a une maladie de Charcot post-vaccinale anti-Covid, qui est en train de mourir de ça. C'est une maladie où petit à petit on perd la possibilité de parler, la possibilité de bouger, tous les muscles sont comme paralysés, on se retrouve au fin fond d'un petit fauteuil roulant et on ne peut plus faire sa toilette. Vous imaginez à 35 ans ou à 40 ans, là, c'est des âges où normalement on est au plein de sa vie. Non, elle, petit à petit, tout régresse. Jusqu'à ne plus pouvoir déglutir, ne plus pouvoir respirer. C'est une maladie absolument terrible. Et elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien financier, elle a besoin d'accompagnement du handicap. Ok, peut-être qu'on ne peut pas guérir, mais au moins on aide, on amoindrit la souffrance. Actuellement, ils sont juste livrés à eux-mêmes. Tout le monde s'en fout quoi. Heureusement ils ont de l'aide d'associations et de citoyens et c'est très important. Et ce que fait Chair à tout cœur aujourd'hui c'est aussi ça. C'est montrer et soulever l'indignation et soulever l'envie d'aider. Parce que tant qu'on n'aura pas montré, il n'y aura personne qui bougera ses fesses. Puis au-delà c'est un questionnement sur toutes ces politiques vaccinales qu'on a entreprises. Je ne vais pas aller forcément plus loin sur la démonstration de à quel point c'est difficile de montrer ces événements désirables et à quel point le déni il est structurel. Mais en gros, imagine qu'une fois que tes CRPV auraient éventuellement établi quelque chose, tu as cette démarche administrative d'un côté, mais tu as une démarche de réparation judiciaire. Et là, face au laboratoire pharmaceutique ou face à l'administration, il va falloir que tu arrives à démontrer. Pour le moment, toutes les procédures judiciaires sont déboutées. Pourquoi? Parce que c'est au patient lui-même de démontrer qu'il y a une potentielle causalité. Mais le patient, il a autre chose à foutre, il est malade, et il ne maîtrise pas la science, il ne maîtrise pas les trucs. Ça devrait être normalement au laboratoire de démontrer que ce qu'il a fait a une innocuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans cesse, le doute profite au laboratoire plutôt que de profiter au patient. Ça, c'est absolument anormal dans notre système.
Et pourtant, c'est la règle. Ensuite, les laboratoires sont protégés en termes de réparation financière parce qu'il y a des lois qui ont été passées pour faire qu'ils ne sont pas responsables. Mais qui est responsable alors? Olivier Véran? Personne n'est responsable. Et à la fin, les autorités l'ont dit, c'est le médecin injecteur et prescripteur qui serait responsable. Sauf qu'il y a très peu de patients qui ont envie de faire un procès à leur médecin. C'est douloureux, c'est trop dur d'aller faire quelque chose comme ça. Voilà. La plupart du temps, pour faire le dossier, il faut obtenir le numéro de lot, il faut avoir la traçabilité de l'information qui a été donnée. Est-ce qu'elle a été claire, loyale? On ne retrouve jamais ça. Dans les vaccinodromes, vous pensez qu'il y a eu, que ça a été noté, etc. La plupart des généralistes, ils ont foutu ça au baquet. Et donc c'est très très difficile pour les familles et pour les victimes de faire valoir quoi que ce soit. Donc voilà, je suis un peu long, mais là, toute la réunion d'aujourd'hui, elle est autour de ce thème-là. Et puis autour de ce thème-là, d'essayer d'aller plus loin et de ne pas rester sur une sorte de misérabilisme et de dire, bon, maintenant, comment on répare? Comment on avance? Alors justement, on a parlé, vous avez évoqué le déni à la fois du corps médical, il y a aussi cette omerta de la part des autorités politiques aussi, et on connaît aujourd'hui les liens d'intérêt qu'il y a entre les laboratoires et les politiques, ça ce n'est plus à démontrer. Hier, il y a eu une conférence autour de Make Europe Healthy Again, qui s'inspire du MAHA des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Il se trouve que je fais partie du comité directeur de Make Europe Healthy Again, que donc on m'a proposé aussi de faire partie de ce qu'on appelle l'executive board, donc le secrétariat intérieur. Pour le moment, j'ai refusé parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie, mais je fais partie en gros du comité directeur, donc je participe à toutes les réunions de Make Europe Healthy Again, sont avec des collègues européens, que ce soit médecins, scientifiques, chercheurs, pharmaciens, mais aussi activistes, citoyens, associations, d'essayer en gros de faire une sorte de lobbyisme pour une autre santé. En disant les prémices sur lesquelles repose notre système de santé déjà sont faux. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une industrie de la maladie où on produit des biens et services de soins et il faut qu'ils soient rentables et il faut qu'il y ait une consommation et une production de ces produits et que le secteur administratif, politique et législatif soit en charge d'administrer tout ça. Nous, notre idée, c'est que d'abord, il y a une souveraineté en termes de santé. Personne n'a à vous dire comment vous devez vous soigner. Voilà, c'est la règle de base dans MEA. C'est votre santé, c'est à vous, ça vous appartient. Mon corps, mon choix, on disait à l'époque. C'est pareil, là, personne n'a à vous imposer. Au nom de quoi on vous imposerait de faire ci ou ça? Au nom du bien commun, au nom... Oui, quelle blague! Au nom de l'économie des laboratoires pharmaceutiques, oui, mais pas au nom du bien commun. Donc il y a l'idée aussi de souveraineté locale et de santé locale. C'est-à-dire que aujourd'hui, à l'OMS ou ailleurs, à l'Union européenne, on cherche à faire une santé globale. On dit Global Health, Global One Health. Vous connaissez ce projet One Health et le traité pandémique qui est mis en place au niveau politique par l'OMS et que les États signent pour dire s'il y a une pandémie, on va tous la traiter pareil. C'est faux. C'est faux. S'il y a une maladie, chaque lieu, chaque communauté a sa spécificité. Il y a une santé qu'on dit communautaire. C'est pas la même chose d'être un migrant en périphérie parisienne vivant dans une tente dans le bois de Vincennes que d'être un gros bourge dans le 7e sous la Tour Eiffel. Vous n'êtes pas à égalité sur la question de la santé, vous vivez pas la même chose. Et donc évidemment les réponses c'est pas les mêmes. Les besoins de santé sont pas les mêmes. Alors aujourd'hui, on fait comme si on était tous pareils, du nord au sud, de la Bretagne à l'Estonie. C'est faux, c'est juste faux. C'est pas la réalité clinique, médicale de ce que sont les gens. Donc évidemment, les politiques de santé, elles ne peuvent être faites que localement, avec des partenaires locaux. C'est le deuxième point. L'autre point, c'est que cette santé, évidemment, c'est les maladies telles qu'on a l'habitude de les voir, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Votre état de santé, on devrait d'abord opter sur la prévention, et notamment qu'est-ce que vous mangez, l'eau que vous buvez, la quantité, l'air que vous respirez, les biotopes, les sols dans lesquels vous cultivez vos légumes, etc. Tout ça fait partie de la santé et sont les bovins que vous mangez, est-ce qu'ils sont polyvaccinés, est-ce qu'on les a abattus pour telle ou telle raison, ou est-ce que, pour prendre une actualité récente, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on a un label aujourd'hui pour dire qu'il y a des vaches non vaccinées? Non, peut-être moi j'aimerais bien en tant que consommateur le savoir parce que c'est un enjeu de santé. Vous savez qu'au Québec, par exemple, les magasins bio, on les appelle magasins de santé, d'alimentation santé. Parce que vous bouffez tellement de la merde d'habitude que vous vous souhaitez plus bon appétit, vous vous souhaitez bonne chance. C'était une phrase de Pierre Rabhi. Et évidemment, ces champs-là, il faut les investir parce qu'actuellement, ils sont comme séparés les uns des autres.
Et si vous dosez la quantité de micropolluants, de pesticides, d'engrais qu'il y a dans votre eau de boisson, de perturbateurs endocriniens, de chimiothérapie, d'hormones ostroprogestatives, c'est juste ahurissant. Et donc il y a vraiment quelque chose à faire tout de suite qui est beaucoup plus rentable entre guillemets que de faire des politiques vaccinales. Là, vous avez des actions, des leviers d'action sur la santé collective qui sont infiniment plus faciles à mettre en œuvre. C'est des lois, des réglementations et puis de mettre en place quelques normes et de les faire respecter. C'est pas d'aller injecter des gens dans leur corps contre leur gré. En parlant de loi justement et en parlant surtout de souveraineté par rapport à sa santé, comment on peut la retrouver alors que depuis le début de ce week-end, je parle énormément avec les différents intervenants de la vaccination obligatoire pour les enfants, par exemple en France notamment, où on sait qu'aujourd'hui on injecte aux bébés, c'est obligatoire, 15 vaccins. Là, on ne laisse pas le choix aux parents d'abord, on ne laisse pas le choix aux parents. Alors j'ai été élevé dans un dogme médical pro-vax institutionnel, donc pendant des années j'ai appris par cœur le calendrier vaccinal et les 5 punchlines pour le vendre et c'était ça ma question d'internat et je l'ai apprise par cœur. Et donc j'étais convaincu que c'était bien. Et la vaccination anti-Covid, qu'on ne peut pas appeler vraiment vaccination, qui est une injection expérimentale anti-Covid, ARN, etc. Il se trouve que j'ai été conduit par la vie à m'y intéresser, à travailler le sujet, à aller voir les AMM conditionnels, voir les études faites par Pfizer, etc. Et j'ai pris conscience d'une extraordinaire imposture, d'un énorme mensonge, en pleine lumière. C'est-à-dire que tout était dit, et pourtant la propagande disait l'inverse, c'est sûr et efficace. Alors que c'était toxique, inefficace et dangereux. Et donc mon cheval de bataille a été autour de ça, avec des amis scientifiques, des chercheurs, universitaires de tous les pays, pour essayer de dire, attendez, l'information qui est donnée aux gens, elle n'est pas claire, elle n'est pas loyale, elle n'est pas appropriée. Et ensuite, le consentement qu'on leur demande de donner, à se faire injecter, il n'est pas libre, puisqu'on leur dit, tu perds ton boulot si tu ne te fais pas injecter, tu ne vas pas au resto, si tu... c'est pas libre. On est sous contrainte, il y a une extorsion de consentement. Et il n'est pas éclairé, puisque l'information qu'on a donnée, elle n'est ni claire, c'est flou tout le temps, c'est 90%, le lendemain c'est 85%, c'est les arguments des laboratoires, il n'y a pas de contre-argumentation, il n'y a pas de possibilité de contradiction ni scientifique ni démocratique à ce qui est en train de se passer avec cette extorsion de consentement. Et j'étais extraordinairement choqué par ça. Avec une prise de conscience, parce que petit à petit, j'ai commencé à regarder les autres vaccinations des enfants. Et là, pour moi, il y a eu quelque chose d'absolument ahurissant, c'est de me rendre compte qu'aucune de ces vaccinations n'avait fait la preuve de son innocuité, notamment par l'absence de recherche randomisée contre placebo, qui est normalement le gold standard de la recherche en sciences et où, quand tu testes un produit, tu le testes contre un produit inerte en face. Et que non, systématiquement, tous ces produits avaient été testés contre le vaccin d'avant ou contre un autre vaccin, et notamment le vaccin anti-méningococcique, dont on sait que c'est un des plus toxiques. Et j'ai halluciné, c'est-à-dire, je me suis dit, mais attends, c'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, depuis 20 ans, je suis en train de raconter des conneries aux patients, quoi, à ma famille, à mes enfants. Et tu vois, il y a vraiment, c'est très douloureux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... C'est dur à regarder en face. Tu essayes par tous les moyens de dire c'est pas vrai, c'est pas possible en fait. Sauf que l'ayant vu sur le Covid, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas le voir sur le reste. Et là, moi, j'invite mes collègues à aller faire le travail, à aller lire, à aller regarder. Sur quoi repose, par exemple, la vaccination anti-pneumococcique aujourd'hui à l'œuvre aux États-Unis ou en France, sur des études qui ont 5 jours de recul. 5 jours, mais comment tu veux voir des effets secondaires à moyen terme ou à long terme? Donc tu vas dire il n'y a pas d'effets secondaires, mais en fait t'en sais rien. Allez écouter les familles de patients qui vous disent attends, mais moi j'ai injecté le ROR, j'ai injecté tel truc, il s'est passé quelque chose, mon enfant il n'était plus pareil après. Au niveau neuropsychologique et en termes de développement neuropsychologique, il n'a plus jamais été pareil. D'interroger tous ces gens qui ont de l'asthme, de l'eczéma, des maladies atopiques, des allergies respiratoires ou alimentaires, et de se dire mais attendez, on a plein d'études qui montrent qu'il y a un lien avec la présence de certains adjuvants dans ces vaccins. D'aller voir tout ce qu'on a produit avec le Conseil scientifique indépendant, et notamment le passage de Guillemette Crépeau sur ce qu'on appelle les adjuvants aluminiques dans les vaccins. Moi je ne connaissais rien à tout ça. Et ne connaissant rien, j'avais une position d'expert et de certitude. Et vous vous rendez compte que plus les gens ils sont ignorants, plus ils sont véhéments et ils font montre de certitude. Et ils viennent vous expliquer qu'il faut lutter contre la réticence vaccinale et qu'il faut imposer des vaccinations obligatoires aux parents. Sauf que moi, quand je discute avec des parents, aujourd'hui, ils en savent plus que moi.
Il y a une claque d'humilité en pleine gueule qui me dit t'es médecin et en fait tu connais rien à ce sujet. J'ai une excuse, je suis réanimateur, je suis pas vaccinateur. Moi j'ai jamais vacciné personne en gros, hein. Mais j'avais des certitudes très profondes. C'est dur de faire vaciller ces certitudes, hein. Et tu vois aujourd'hui dans le monde médical, comme tout vacille, comme il y a énormément de choses qui sont faux, la vaccination anti-Covid, mais attends, les antidépresseurs et les anxiolytiques, tout le travail de Peter Gotche sur leur toxicité, Peter Gotche qui était le patron et le créateur de la Cochrane Library, qui est pour nous est un gold standard, vraiment une référence en termes de niveau de preuve scientifique. Comme on nous a dit que le remdesivir c'était formidable, alors que c'est de la merde, que ça marche pas, et qu'on continue à le promouvoir dans les services. Moi, je passe chez des réanimateurs, ils me disent on a fait du remdesivir cette année, en 2026, continue à faire du remdesivir. Ils ne savent même pas l'existence de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, de la corticothérapie, de l'oxygénothérapie, etc. Du fait qu'il y a des traitements. Et ils continuent à te dire non mais il faut vacciner parce qu'on n'a pas de traitement. Mais attendez, tout ce que je viens de dire là, c'est des traitements, hein. Il n'y en a pas de. Voilà, si on prend en charge correctement, les formes graves, elles sont à la marge. Il n'y en a vraiment quasiment pas. Et elles sont faciles à traiter en plus. Moi, en tant que réanimateur, les formes graves du Covid, c'est une des maladies de réanimation les plus faciles pour moi à traiter. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que quand j'ai une méningite, quand j'ai une pneumonie sévère bactérienne, ou quand j'ai un mec qui se croûte sur l'autoroute, ou un grand brûlé, ou un choc septique sur une aplasie, c'est plus difficile, c'est plus complexe, il y a plus de mortalité. Le Covid, c'est une des maladies les plus faciles à soigner. Mais on ne vous dit pas ça. On vous dit l'inverse, on vous dit c'était terrible, c'est une terrible épidémie, on a bien fait de faire ce qu'on a fait, parce que quand même, sinon ça aurait été encore bien pire. Donc pour moi, il y a la nécessité d'un feedback, maintenant de s'asseoir autour d'une table et d'oser discuter les uns avec les autres. Puis d'oser reconnaître que peut-être qu'on a eu tort, et peut-être sûrement même j'ai eu tort sur des trucs, hein. Je veux dire, moi j'admets ça, hein. Si on me démontre l'inverse, ok. Et puis je veux bien admettre que des fois il y a des doutes, que c'est pas certain, qu'il faut continuer de chercher. Je ne suis pas dogmatique sur rien. Mais aujourd'hui, on a au contraire une institution qui se réédite de manière de plus en plus dogmatique. Donc on a créé une association qui s'appelle les Enfants d'Hippocrate et qui cherche justement à remettre en lien les tutelles institutionnelles, les victimes d'effets secondaires X ou Y d'un produit, quel qu'il soit, hein, ou les citoyens, et puis les scientifiques, les chercheurs. En disant, on ne pourra pas faire l'économie de retourner vers une démocratie sanitaire, parce que si on ne fait pas ça, si on ne cherche pas à reprendre voix au chapitre, en gros, on va vers un totalitarisme sanitaire, vers une biopolitique. De façon, il y a des penseurs, hein, qui ont posé ce terme de biopolitique. C'est l'idée que d'un coup, ta vie, elle est régie par des questions de santé. Tu as le droit d'aller à tel ou tel endroit en fonction de si tu es vacciné ou si tu ne l'es pas. Tu as le droit de participer à l'école si tu es vacciné ou si tu ne l'es pas, si tu as reçu tel ou tel traitement. Et ça, Michel Foucault l'a dit, hein, c'est le début d'un système totalitaire. Et donc il ne faut surtout pas y aller. La santé, c'est quelque chose d'intime, de personnel, qui est de l'ordre du lien un peu sacré entre un soignant et son patient. Ça n'a pas à sortir de là. Il n'y a pas un ministre qui doit t'expliquer que ta mamie, elle doit prendre la bûche dans la cuisine et toi, tu as le droit parce qu'elle est vaccinée ou pas vaccinée. C'est du délire. C'est proprement totalitaire au sens où totalisant, c'est-à-dire ça rentre dans tous les espaces de ta vie. Bah, on l'a bien vu, nos libertés font. Exactement, et donc tu me parlais de liberté, voilà. Ont été piétinés, hein, complètement. Et plus que de parler d'ailleurs d'un virus, on nous a parlé, on nous a vendu une véritable pandémie. Et vous parliez de cette prise en charge de la santé. Prise en charge qui n'existe plus, prise en charge de la douleur, prise en charge de la santé qui n'existe plus. Et cette troisième édition a été des rencontres citoyennes internationales. Les thématiques ont été élargies cette année à d'autres problèmes, notamment les violences intrafamiliales, la dépression chez les jeunes, les adolescents et les enfants, mais également sur la loi de cette fin de vie. Et je trouve que c'est important de faire le parallèle et d'avoir cette espèce de corrélation effectivement avec cette non-prise en charge de la santé. Et finalement, on va acter cette loi sur la fin de vie. Ouais, tu as raison, on essaie d'élargir le sujet en partant de cette question du Covid, des victimes d'effets secondaires. C'est un questionnement beaucoup plus global sur toute notre société et le constat d'une espèce d'effondrement institutionnel. C'est-à-dire tout ce qu'on pensait être d'habitude des choses en quoi on peut avoir confiance, qui nous maintiennent dans le vivre ensemble, au fond, sont en train de s'effilocher, sont porteuses de mensonges. Donc ça peut être l'école, ça peut être l'administration, ça peut être le secteur universitaire, ça peut être la politique, ça peut être les députés, les sénateurs, ça peut être les médias. Finalement, tu te rends compte que tout ce qui d'habitude nous tenait ensemble est en train de s'effilocher, Même la monnaie, l'économie, ce qu'on appelle les institutions, c'est vraiment les piliers du temple dans lesquels on vit, sont en train de s'effondrer.
et qui sont grevés d'une corruption systémique absolument manifeste. Et corruption, c'est un terme pour dire la corruption d'un corps, c'est quand il est en train de pourrir. Tu vois, quand il est mort et qu'il est en train de pourrir. Donc c'est comme si notre société entière, elle est en train de pourrir et de mourir, avec un questionnement. Est-ce qu'il faut la réanimer ou est-ce qu'il faut la laisser partir et commencer à construire autre chose et s'occuper de ce qui est encore vivant? Moi, j'ai un vrai questionnement là-dessus, tu vois. Est-ce qu'il faut continuer à regarder les médias mainstream? J'ai l'impression qu'on s'en fout maintenant, ça y est quoi, il faut passer à autre chose. On s'organise entre nous. Hein. Ah, l'Union Européenne a dit ouais, c'est bon, on va pas s'entretenir dans la peur de tout ce que Ursula von der Leyen, Bill Gates et autres, Trump ou autres sont en train de faire. En fait maintenant je m'en fous. Ce qui compte c'est qu'on construise ensemble quelque chose de désirable. Et donc il y a cet élan un peu positif si tu veux, mais en faisant pas l'économie qu'on est quand même dans un système en effondrement, avec un système qui n'a pas envie qu'autre chose émerge. Et donc pour moi, il y a une matrice de l'action où tu pourrais dire qu'il y a des actions à court terme, des actions à moyen terme, à long terme. Des actions qui sont des actions de célébration. On fait la fête ensemble. On a besoin de se donner du courage. Tu sais, dans Astérix, à la fin de chaque épisode, ils font la fête. Voilà, là, c'est pareil, dans une période dure. Il faut faire la fête. Dans les années 30, il y a eu la crise de 29 et tous les gens, ils n'arrêtaient pas de danser au son du jazz et du swing, tu vois. C'est la belle époque parce que justement, il y avait besoin de lâcher un peu, de rigoler, d'avoir de l'humour, etc. Ça, je pense, c'est hyper important. On a besoin de retrouver de la force. Et ces rencontres, elles sont aussi là pour ça, pour se redonner la patate et se dire, ok, on n'est pas seul, on n'est pas fou. Et puis, il y a des actions contre le système. Tu fais des procès, tu dénonces, tu dis les choses qui sont pas bien. Des actions à l'intérieur du système. On se réinvite à l'intérieur du système. Les lois qui sont en train d'être passées, on vient discuter, on ne vous laisse pas les faire tout seul dans un coin. Tu as une loi qui est passée là, il y a quelques jours sur l'identité numérique en gros chez les moins de 15 ans. Ouais, oh les gars, vous êtes fous quoi, vous décidez pas ça sans nous. Hein. On y retourne là, on y va. On écrit aux députés, on écrit aux sénateurs, on va les rencontrer, on fait un groupe de citoyens qui sont en charge de la liberté, etc. Tu vois, on se bouge le cul pour refaire partie du système et dire nous n'avons pas à perdre cette souveraineté ou la déléguer à qui que ce soit. Des actions dans l'alternative, on crée des possibles, tout est possible. Et puis ces actions, vers qui elles se dirigent? Vers les citoyens, vers les soignants, pour les questions de santé, hein, vers les tutelles institutionnelles, vers les politiques, vers les médias. En fait, toutes ces actions-là sont nécessaires. Et puis des actions narratives, raconter l'histoire et ce qui est en train de se passer. Donc on avait fait un film sur les soignants suspendus, il faut qu'il y ait un film sur les victimes d'effets secondaires, il y en a déjà. Je vous invite à aller voir Vax 3 ou An Inconvenient Study sur la vaccination chez les enfants, ou encore d'autres documentaires qui seront en train de sortir sur la question des vaccinations anti-Covid. Moi j'espère qu'il y en aura encore et encore et encore. Hein. Des bouquins, des livres, des séries télé, on y va quoi, on fait de la contre-propagande. Et puis là, tu me parles de la loi fin de vie, effectivement, c'est un des éléments de l'ensemble du système totalitaire qui est en train d'être mis en place, qui est mis... Moi, je suis partagé sur ce sujet parce que je suis réanimateur et donc j'ai participé à de l'accompagnement de fin de vie, à de la sédation profonde et terminale jusqu'au décès. Je sais ce que c'est l'obstination déraisonnable. Et donc, tu vois, d'un côté, je vois les vraies problématiques réelles de ce qu'est le soin aujourd'hui et de la souffrance des gens. Et donc, je suis très partagé parce que je vois que derrière cette loi, il y a encore l'idée de nous cliver, de nous séparer. On te demande toujours d'être pour ou contre. On veut que ce soit pour l'Ukraine, contre machin, pour Gaza, machin. Moi, je veux pas être pour ou contre. Je veux essayer de trouver un autre chemin. Et en permaculture, on dit qu'il y a toujours au moins une autre façon de faire. C'est-à-dire quand tu penses que tu es bloqué, que tu es dans une impasse, il y a toujours au moins une autre façon de faire. C'est-à-dire au moins une, hein, il y en a peut-être encore plein d'autres. Hein. Et là, sur cette loi de fin de vie, pour moi, c'est le symptôme de nous avons un problème collectif avec la mort. Et je pense que c'est vrai. Hein, on est dans une société... prométhéenne qui pense que la technique va tout résoudre, les multimilliardaires ils vont se cryogéniser, tu vois. Voilà, exactement. Et il y a ce fantasme transhumain. Et donc la mort, c'est un peu une scorie à éradiquer. C'est comme si elle voulait plus rien dire. Et il n'y a plus d'espace pour se serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien ou qui est en train de partir. Et donc pour moi, profondément, le champ symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Le champ social, serrer les coudes entre frères et sœurs humains. C'est cela qu'on a désinvesti pour hyper investir le champ technique, les lois, les machines, les médicaments, etc. Mais on en a besoin. Mais il faut réinvestir les champs symboliques et sociaux et se remettre autour d'une table pour que les gens puissent dire, comme je te disais tout à l'heure sur les victimes d'effets secondaires, ce qu'ils vivent. Pas le rêve des mecs en loge maçonnique du Grand Orient qui disent on va faire la société comme ça avec une loi sur la fin de vie comme ça, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Je veux dire, c'est pas un complot ni rien, tout le monde le sait. C'est le Grand Orient. Moi j'ai plein de copains francs-maçons, hein, ils travaillent au Grand Orient et ils planchent, on appelle ça plancher, c'est-à-dire ils se réunissent et ils font alors qu'est-ce qu'on va faire comme loi sur la fin de vie, etc. Et ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure, hein. C'est pas nouveau. Il n'y a pas de raison que le Grand Orient décide pour nous tous.
Ils ont voix au chapitre, c'est intéressant ce qu'ils font, je mets pas ça en cause. Mais évidemment, nous, il faut qu'on en parle aussi. Et si on se posait là, localement, sur nos besoins à nous, nos souffrances, ouais, ma mère qui a l'Alzheimer, qui me reconnaît plus, c'est dur. C'est dur pour elle, mais c'est dur pour moi aussi. Et d'un coup, peut-être entrevoir, tiens, on m'a parlé d'euthanasie pour ces gens-là, mais attendez, c'est pour moi ou c'est pour elle? Ah, pas clair là, pas sûr. Et puis moi, je me sens seul, c'est dur, mais on parle d'euthanasie pour résoudre ce problème-là, mais il y a d'autres façons. S'entraider, trouver du pognon, faire des structures de soins, des structures d'accueil des aidants, des gens qui peuvent souffler, reprendre leur souffle, etc. Pareil pour les personnes qui souffrent, on les parque au fin fond d'un EHPAD pourrave dans lequel on cherche à optimiser dans une chaîne d'EHPAD où ils font du fric, où on les met dans un EHPAD où on prend vraiment soin, où il y a des gens qui sont là. Il y en a, hein, je critique pas du tout tous les EHPAD, il y a des trucs géniaux qui sont faits hein, pour les personnes âgées. Puis là je parle de l'Alzheimer, mais et si on allait voir pour de vrai le projet de loi? C'est-à-dire, vous vous rendez compte que quand vous avez peur de quelque chose, il faut rentrer dedans, il faut y aller pour de bon. Ce dont vous avez peur, il faut le mettre en pleine lumière devant vous. Il ne faut pas le garder dans l'ombre derrière à vous terroriser. Il faut y aller, il faut travailler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si la mort vous fait peur, c'est là qu'il faut aller. Il faut en parler, il faut se mettre, faire des cafés thanatos les uns avec les autres. Et puis réinvestir ces champs symboliques et sociaux dont je parlais. Et puis voir au niveau technique qu'est-ce qui existe. On a déjà les lois Leonetti, Claes-Leonetti, on a déjà un arsenal de soins palliatifs hyper bien. Moi je connais des traitements antalgiques qui ne sont pas mis en valeur mais qui sont absolument formidables, et y compris dans les douleurs résistantes aux morphiniques. Voilà, un exemple, la Xylo IV. Alors il ne faut pas le faire, hein, je ne fais pas de la pub ni rien, mais nous on cherchait là-dessus en réanimation avec des résultats absolument phénoménaux. Et personne ne connaît ça en soins palliatifs. Personne connaît la Keta IV, etc. Alors que c'est génial. Et nous, on l'utilise en réa ou en anesthésie pour baisser les doses de morphinique, des fois de 75%. Et donc, tu dis, là, il y a un champ de recherche, il y a un champ où il faut investir, il faut y aller, il faut montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas de raison que les gens ils aient mal et qu'ils disent « je veux en finir parce que j'ai trop mal ». Parce que moi, j'entends des gens comme ça aujourd'hui qui disent « j'ai tellement mal pour une neuropathie X ou Y, je préfère en finir ». Purée, mais on dit ouais d'accord, rendez-vous demain, dans 48 heures c'est plié, tu seras euthanasié. Ou on leur dit attends, mais on peut s'aider, on peut s'entraider, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Et tu vois le problème de cette loi qui arrive, c'est la destruction de la créativité. C'est l'affranchissement de l'interdit de donner la mort. C'est la transgression de tous nos repères anthropologiques habituels. Et je ne suis pas le seul à le dire. Tu vois, il y a un professeur d'éthique qui est connu pour être un très bon éthicien, mais pas quelqu'un de courageux. Hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui prend position genre de manière hyper tranchée. Non, c'est un peu, je ménage la chèvre et le chou. Et c'est très bien, c'est son rôle en tant qu'éthicien. Tu vois, et lui, il a pris position publiquement en disant cette loi, ça va pas. Tu vois, je cherche son nom, hein, c'est pour ça que je te le dis pas là tout de suite, mais je fais Hirsch, Emmanuel Hirsch. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Hein. Son travail d'éthicien est formidable. Mais je l'avais jamais vu monter au créneau comme ça. Et tu vois, quand il est monté au créneau sur cette loi, je me suis dit, tiens, il y a un loup, je vais aller voir. Parce que moi, au départ, je me disais, bon, ouais, suffit d'assister, euthanasie, why not, tu vois. Peut-être c'est le prolongement de ce qu'on faisait déjà. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les modalités, dans la façon dont c'est mis en œuvre, dans les détails précis de la loi. Tu vois, mais encore une fois, mon but là, quand on discute de ça, c'est pas de cliver, parce que dans ceux qui t'écoutent, sûrement il y a des gens, ils pensent que l'euthanasie c'est bien, mais moi c'est une invitation à la réflexion. J'en ai parlé avec comme la mienne. C'est d'ailleurs une question que j'ai soulevée justement en lui disant, mais peut-être que ça peut être une porte de sortie aussi pour les gens qui le demandent réellement et qui souffrent réellement. Et donc on a échangé effectivement autour de ça. Ouais, c'est pour ça, moi je suis partagé, tu vois, notamment sur le suicide assisté. En Suisse ou en Oregon existe le suicide assisté. En Suisse, par exemple, il n'y a pas d'euthanasie parce qu'ils considèrent que c'est un meurtre. Mais le suicide assisté existe. Mais il y a l'idée dans les textes de loi que ce soit qu'il n'y ait pas d'enjeu financier, que les gens qui le fassent soient désintéressés, qu'il y ait toujours une procédure d'évaluation psychiatrique avant, pour être sûr que ce ne soit pas une dépression, tu vois, parce que là, il y a des traitements, tu vois, on est capable de faire des choses. Il y a le procureur de la République qui est saisi avant pour être sûr que ce ne soit pas un meurtre. Tu vois, quand t'es pas poussé au suicide assisté ni rien. Et c'est une procédure a priori. Là, dans les textes, c'est des procédures a posteriori. Ça va pas. A posteriori, on a l'expérience canadienne, moins de 5% des dossiers sont audités, parce qu'on ne met pas les moyens sur l'audit. Et donc là-dedans, il y a des dossiers où peut-être que, tiens, l'euthanasie, c'est vraiment la personne qui a choisi et qui a demandé, ou c'est sa famille qui a demandé pour elle, parce qu'elle voulait l'héritage, ou parce que... Et là, ça pue, quoi. Hein. Et donc, tu vois il y a vraiment des questions à se poser sur qu'est-ce que ça va donner dans notre société. Et il y a un philosophe qui s'appelle Hans Jonas qui a écrit le principe responsabilité, dans lequel il dit dès que tu fais une loi, interroge-toi non seulement sur là tout de suite, mais est-ce qu'elle est en cohérence avec le passé,
déjà, et est-ce qu'elle ne va pas créer des problèmes en plus, insolubles? Tu vois, la responsabilité vis-à-vis des générations futures. Là, il est sûrement pas urgent de légiférer sur ce sujet. La France a des priorités, à mon avis, infiniment plus urgentes. Et à mon avis, c'est pas du tout mûr et ça nécessite de se remettre tous autour d'une table et de dire on a un problème avec la mort. Il y a peut-être une solution, entre guillemets, qui serait l'euthanasie et le suicide assisté. Mais ces solutions-là, qu'est-ce qu'elles portent en elles de créer un business de la mort? Ouvrir un marché de spéculation sur la mort. Qu'est-ce qu'elle porte de volonté eugéniste? Se débarrasser des plus fragiles, des plus faibles. Et tu vois, notre société, elle vend cet idéal performatif, transhumain, du self soi-même, de la start-up soi-même dans le start-up world. Mais c'est quoi la place pour les handicapés, pour les fragiles, pour les pauvres? On n'en a pas besoin? Bien sûr qu'on en a besoin. De gens qui ne sont pas dans une logique économique, qui ne sont pas dans une logique de compétition, qu'on a besoin d'entraider. Et moi, j'ai cette expérience clinique d'avoir soigné des gens où je me disais ça n'a aucun sens. Et de découvrir le lendemain qu'au fond, ils étaient le pivot, la clé de voûte de toute la communauté. Que le fait de prendre soin de cette personne handicapée, ça permettait à tout plein de gens de se retrouver et de former corps. Tu vois, c'était dans une cité en l'occurrence, la personne à laquelle je pense, où la personne handicapée avec son fauteuil roulant vivait au 8e étage et tout le monde venait aider, les jeunes, etc., les dealers de shit, tout le monde, tu vois, ça n'avait plus à voir avec tout le monde l'aidait tous les jours à monter, à descendre, et blaguer avec lui, et c'était le pivot, quoi, le point clé de la communauté. Et tu vois, un peu sérieux, je réalisais... J'ai douté une seule seconde que cette vie avait un sens, alors qu'en fait, elle en a beaucoup plus que tout ce que j'aurais pu penser. Donc, tu vois, il y a plein de certitudes qui sont ébranlées par ces questions. Elles ne sont pas simples, à mon avis, elles n'ont pas de réponse simple. Ça tombe bien. L'humain, il aime bien la complexité. Il aime bien explorer des fois les ambiguïtés, les paradoxes. Et puis, il y a quelques principes clés. Ne pas tuer. Voilà. Ça me semble des choses importantes pour que la société puisse tenir ensemble. Et donc, si on va les transgresser, il faut vraiment bien se poser la question avant de le faire. D'autant plus que les réflexions qu'on va porter sur ces sujets, elles sont des réflexions de gens bien portants. Quand tu fais une loi, la plupart des députés, ils sont en pleine forme. Ils ont du pognon, ils vont bien. Et les gens riches vivent mieux que les gens pauvres, et elles sont en meilleure santé, on le sait. Mais quand tu te rapproches de la mort, quand tu commences à être malade, c'est peut-être pas la même histoire. Et on se rend compte... moi je l'ai vécu, mais les gens des soins palliatifs le connaissent très bien, que les gens qui demandent la mort, dès que tu te mets à travailler sur « mais ok, raconte-moi pourquoi tu me demandes la mort », tu trouves des symptômes, tu trouves des souffrances, tu trouves des trucs à résoudre. T'as pas vu ta famille, d'accord, je rappelle ta fille avec qui t'étais fâché. On va essayer d'arrondir les gens, on va voir, peut-être ça marchera pas, mais au moins on peut essayer. Avant de mourir, ce serait quand même con de rester fâché. T'as mal, attends, peut-être sur la douleur, on n'a pas tout essayé, il y a peut-être d'autres trucs. Tu as essayé le self-talk, tu as essayé l'auto-hypnose, tu as essayé la xylo, la keta, le CBD, les anesthésies locales. Aujourd'hui, l'accès à un centre antidouleur, c'est plus de 6 mois d'attente, la plupart du temps. C'est complètement anormal. Alors qu'en moins de 3 semaines, tu vas avoir droit à une euthanasie. Tu vois, pour moi, il y a un problème d'ordre des priorités. Et je ne dis pas qu'il n'y aura jamais une euthanasie ou un suicide assisté, mais que ce soit une transgression et une exception, qu'on le sache, que ça reste ça. Et si c'est une transgression et une expression, tu vois, mon grand-père il disait fais des conneries mais fais-les bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si jamais c'est une transgression, qu'on soit sûr que c'est pas un protocole, que c'est pas une loi où on applique le truc de manière machinique et robotique, mais que tout le monde est d'accord, la famille, le patient, les soignants, les petits-enfants, etc. On est tous arrivés à cette conclusion que c'était ça. L'autre chose, un dernier mot, je peux être bavard sur ce truc-là, mais c'est qu'on est pris dans un rouleau compresseur de propagande et d'ingénierie sociale sur ce sujet. Aujourd'hui, tu as des séries télé, des revues, des films, des super films, je veux dire, qui te vantent le suicide assisté et l'euthanasie. On euphémise tout, on met des mots qui ne sont pas les bons, on dit aide à mourir. Non, mets les mots, c'est de l'euthanasie, c'est du suicide assisté. Et regarde-les pour ce que c'est. Et ce que ça va produire chez les soignants. Donc moi, j'ai été très touché par Mar Adentro de Almodovar. Almodovar, c'est un grand cinéaste, je veux dire, et ça raconte l'histoire d'une euthanasie, d'un suicide assisté. Pareil pour Les Invasions barbares, qui est un film québécois sur le sujet, c'est très touchant. Et ça te pousse à réfléchir, c'est des très beaux films. Mais aujourd'hui, tu as une propagande de malade. Et ça, moi, dès qu'il y a de la propagande, de tous les côtés univoques, ça pue. C'est pas forcément pour ma dignité. C'est peut-être qu'il y a d'autres enjeux. Pareil, les ADMD, d'où ça vient? C'est les associations au droit à mourir dans la dignité.
bah, tu te rends compte que quand tu reprends leur généalogie, elles viennent des mouvements euthanasistes, eugénistes et malthusiens américains, financés par le philanthro-capitalisme américain de Rockefeller et ensuite de la fondation Hewlett, de la fondation Bill et Melinda Gates, qui te mettent tous, on est trop nombreux, il faut se débarrasser des inutiles. Ils te disent pas c'est génial pour toi d'aller en finir parce que c'est le meilleur chemin pour toi. Ils disent pour la société, en gros on va aider globalement à se débarrasser des inutiles. Moi j'ai entendu ça ces dernières années. Les non essentiels. Ouais. On a dit que les artistes étaient non essentiels, que les boulangers étaient non essentiels. Ça pue quand on te parle de non essentiel et d'essentiel, quand on te parle de pureté et d'impureté, quand on te parle d'optimisation. Et tu vois que c'est la généalogie de ces mouvements. On le voit sur les agriculteurs d'ailleurs. Ouais, exactement. Voilà. Petit à petit, ils vont être inutiles de toute manière. Enfin bon, voilà. Donc je suis bavard, mais pour te dire, il y a plein de sujets à creuser et il y a un astroturfing de malade autour de tout ça. Quand tu vois que tout l'été, il y a eu les jeunes et l'ADMD qui faisaient des ADMD tours sur les plages et qu'à chaque fois, ils arrivaient avec des barnums, des calicots, etc. Puis tu avais 5 jeunes en disant oh, c'est génial, l'euthanasie et le suicide assisté pendant tout l'été sur les plages avec Lynn Renault, des artistes, des députés. Dis mais attends, c'est des vrais mouvements ça ? Et tu reprends les jeunes, en fait, ils sont payés. C'est astroturfé, on appelle ça. Et il y a des vrais militants ADMD, je ne nie pas ça. Il y a des gens pour qui c'est vraiment un cheval de bataille. Ils ont vécu des choses traumatiques dans leur vie. Tu vois, où ils pensent pour de bon que c'est la solution. Mais ceux-là, c'est pas la majorité, quoi, tu vois. Loin de là. Et ils ont voix au chapitre, c'est hyper important de les écouter. Ils ont des choses à dire super importantes. Mais ils sont une voix au chapitre parmi d'autres. Et notre société, et pour moi, on ferait mieux de créer des carrefours de réflexion autour et des agoras un peu partout sur le territoire autour de la question de la mort et de reprendre son côté intime plutôt que d'essayer de faire une loi qui s'applique à tous et qui devienne un truc mécanique de zigouillage de tous les gens fragiles. Voilà. Merci beaucoup Louis. Merci beaucoup Kate. Merci. Au revoir. Merci.